bonjour à tout le monde. Deux petits logos CPM, on est déjà venu, on a eu la chance de venir déjà il y a 2 ans je crois et 3 ans, un de mes collègues était venu à l'époque. Et on travaille aussi de manière régulière avec la FIM en collaboration. La dernière en date était au mois de novembre où on a organisé un game, je vous en parlerai très rapidement tout à l'heure, c'est un serious game à Lyon en fait qui était ouvert aux industriels, ceux qui souhaitaient venir. Voilà. Donc on a eu une petite trentaine de participants. Donc aujourd'hui on vous parle de comment redonner ces lettres de noblesse à la maintenance, comment développer l'attractivité en maintenance. Donc c'est ce à quoi on s'est employé de répondre. Et un des axes, ou celui qu'on a pris là pour vous faire cette présentation, c'est de se dire finalement comment on peut mettre la maintenance en capacité d'orienter les décisions stratégiques de l'entreprise. Et derrière le mot maintenance, en fait, ça veut dire une direction technique corporate, ça veut dire du global engineering, ça veut dire aussi bien des responsables maintenance, la direction d'usine, enfin tous les gens qui à un moment ou un autre vont être en capacité d'intégrer des enjeux de maintenance pour pouvoir arriver à prendre les bonnes décisions. On disait tout à l'heure, c'est parfois perçu comme un stand de coût, on en reparle après, mais c'est finalement comment s'extraire de cette situation pour arriver justement à peser sur les décisions et à faire que on intègre en fait ce qui fait que la maintenance va permettre de contribuer au résultat à la fin. En quelques mots, donc comme le disait Olivier, nous sommes un cabinet qui a 25 ans aujourd'hui, on est né en 2000. Hein. On est plus de 40 consultants, on est quasiment 45 aujourd'hui, on a notre propre méthodologie. Alors VDM en français, c'est pas très heureux, mais ça veut dire Value Driven Maintenance, ça veut dire comment créer de la valeur en maintenance. Je vais vous expliquer juste après comment on le fait. Nous sommes présents aux Pays-Bas, en Belgique et en France et on accompagne nos clients à l'international s'ils le souhaitent. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller sur le marché espagnol, mais typiquement, on est allé faire un diagnostic dans une usine en Espagne pour Airbus parce que c'était rentré par le Toulouse, des contacts et des besoins qui avaient été exprimés derrière. D'accord ? Ça, c'est le modèle, je vous le reprendrai tout à l'heure. On a 12 piliers, donc il y a des modèles, ils sont tous différents. Il y a des pyramides, il y a des cercles, il y a des choses comme ça. Celui-ci est un format particulier, je vous le décrirai. Nous travaillons pour des usines, des flottes ou des infrastructures. Donc les flottes, ça peut être du matériel roulant. Les infrastructures, ça peut être les gens qui font rouler le train ou la transmission de l'électricité, comme des gens comme l'équivalent d'RTE, par exemple, en Belgique, qui s'appelle Elia. Et ça, c'est l'ensemble des solutions qu'on peut avoir. Je vais vous glisser peut-être un tout petit mot. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais juste par rapport aux formations, en fait. Et pour vous positionner, là, on est dans le Nord, donc on travaille avec la BMAS. Donc la BMAS, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est l'équivalent de la FI, mais pour la partie Belgique, qui organise des formations sur la partie asset management, en fait, qui sont des formations assez copieuses, hein, parce que c'est une vingtaine de modules qui se déroulent. On en fait à peu près la moitié et c'est une formation qui peut préparer à la certification CMRP, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est une des formations les plus répandues en fait, à travers le monde, qui est américaine. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, à l'issue de cette formation, dont on ne fait pas tout, hein, on fait à peu près la moitié, il y a à peu près 80% de taux de réussite des gens qui se présentent, alors qu'habituellement, on est entre 50 et 60%. Voilà. Pour le reste, je dirais comme tous les cabinets, on intervient avec des outils. Peut-être aussi un point particulier, c'est qu'on a des consultants qui sont en capacité d'être des interim managers en maintenance. On a des gens qui ont fait ce métier-là pendant 10 ans ou 15 ans et qui vont prendre la responsabilité d'un service maintenance pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, en fonction des besoins. Ce qui permet deux choses. Un, de permettre au client de faire tourner son système de maintenance et d'autre part de le faire progresser aussi en même temps. Ok ? 25 ans, donc forcément il y a de nombreux clients. Peut-être ce qui est juste à noter, parce que c'est parfois une crainte, on intervient majoritairement dans des grands groupes, mais ces grands groupes peuvent avoir des petites ou des grosses usines. Et donc on est en capacité d'intervenir aussi bien vers des petites structures que vers des grosses structures. Là, vous voyez tous les secteurs d'activité dans lesquels on est présent. Vous voyez ces domaines-là, comme le port ou les infrastructures, sont très présents aux Pays-Bas, en Belgique. Donc il y a par exemple les ports de Rotterdam ou d'Anvers qui sont des clients depuis de nombreuses années, ou le domaine de l'énergie aussi, qui est aux Pays-Bas et en Belgique beaucoup plus explosé qu'en France. Alors, vous allez voir, on est très aligné avec d'autres messages qui sont déjà passés. Mais je crois que c'est pas grave. Ça montre aussi finalement que les enjeux de la maintenance sont aussi partagés par tout le monde. De manière assez naturelle, en fait, tout le monde dira que la maintenance c'est important parce que c'est ça qui permet de produire à la fin. D'accord. La seule chose, c'est quand on arrive dans des périodes de tension, eh ben, la tendance naturelle est de dire en fait finalement, bah oui, c'est vrai, il faut qu'on aide à produire, en même temps, il faut que ça coûte moins cher. Il y a un peu une forme de dilemme en fait. Et donc la difficulté des responsables de maintenance dans ces périodes-là en particulier, c'est d'arriver à convaincre que
peut-être qu'il faut dépenser autrement, peut-être qu'il faut dépenser plus, peut-être qu'il ne faut pas faire de la même manière pour être capable de produire du résultat à la fin. Parce que quand on ne le fait pas bien, et une des difficultés, c'est justement des questions de langue. Et quand on n'applique pas les bonnes pratiques, en fait, je ne sais pas si vous reconnaissez ces images ou ce logo, ça vous dit quelque chose? Voilà. Donc c'est une plateforme qui était dans le golfe du Mexique, je crois. Est-ce que vous savez quelle était l'origine du problème? C'est une valve de surpression, en fait, qui a été changée. Il n'y a pas eu de conduite du changement sur des enjeux de réglage et puis 2 de plan préventif derrière. Et c'est ça qui fait que ça a explosé à la fin. Bonjour, messieurs. Je reconnais des gens avec qui nous travaillons. Et donc, si on va un peu plus loin, donc ça c'est ce qui s'était passé pour BP. Peut-être que vous vous souvenez de ça aussi, c'était à Gênes, une autoroute. Là on est sur des infrastructures, hein, c'est un peu différent, mais il y a eu des morts aussi derrière. Et la cause initiale derrière, c'était des enjeux de maintenance. Probablement celle-là aussi, à Bretigny, là, dans le domaine ferroviaire. Vous savez quelle était la cause technique en fait du sujet? Une éclisse, c'est ça, une éclisse, c'est ce qu'on trouve ici, là, c'est ce qui permet d'assembler des rails. Et donc un sujet qui avait été identifié et pas bien traité. Donc ce qu'on constate en fait, c'est que dans ces 3 cas-là, c'est qu'il y a une difficulté à valoriser les activités de maintenance et incidemment en fait une perte de confiance dans la capacité de la maintenance à bien remplir sa mission. C'est compliqué après hein, d'arriver à se positionner et dire bah si on a des bonnes idées, on va vous aider, on va trouver des solutions pour l'entreprise. C'est pas toujours évident. Alors. Et la raison première, c'est laquelle? Exactement. C'est-à-dire qu'on va retrouver, là vous avez une image qui est peut-être un peu théorique, mais c'est-à-dire que là où on prend des décisions, on va parler d'argent. Là où on entretient les équipements, on va parler de technique. Et la difficulté, c'est d'arriver à faire communiquer ces deux mondes. C'est pas une mince affaire, hein. On peut dire on travaille sur la création de valeur, on veut tout ça, mais après l'enjeu c'est d'arriver à le faire et à gagner la crédibilité qui va permettre justement à la fin d'être contributeur, comme on le voyait sur le premier pavé orange au départ, pour répondre à la question comment développer l'attractivité, c'est repositionner la maintenance dans des décisions stratégiques. Et ça, c'est ce qu'on retrouve derrière cet acronyme-là, VDM, Value Driven Maintenance. Donc si vous voulez, il y a un QR code et aussi là-bas, si ça vous intéresse, vous pouvez commander le livre ou laisser vos coordonnées, on prendra contact avec vous. Il est présent en français, en anglais ou en néerlandais en fonction de nos besoins. Et donc toute ce livre, hein, en fait, ou cette méthode a été développée par Marc et Guy, qui sont nos fondateurs. Il y a 25 ans maintenant, il y a eu une évolution, mais basiquement c'est la même méthode dans laquelle on va décrire finalement l'ensemble du système que je vous décris juste après. Il y a des 12 piliers, il y a une base de benchmark avec 1000 sociétés à l'intérieur. Et ce qui fait qu'en ayant cette variété d'entreprises, on est en capacité de trouver des usines en fait, qui sont dans des choses qui sont cohérentes avec votre activité aujourd'hui. Et donc du coup, on fait des benchmarks qui sont propres à votre secteur d'activité. Et on le fait sur 12 piliers en parallèle. On a une attention particulière à la conduite du changement. Je ne suis pas rentré dans le détail tout à l'heure, mais on l'écrivait sur la première page en bas à droite, là, sur les différentes solutions. Et donc l'enjeu, c'est de créer de la valeur. Alors comment on crée de la valeur ou comment on la calcule? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la valeur? C'est un terme un peu générique. On peut faire de la philosophie là-dessus si on veut aussi. De manière simple, c'est quoi? Bah, c'est des euros, c'est du cash, c'est de l'argent. En fait, c'est ça à la fin que l'entreprise va mesurer et va compter. Donc peut-être que certains en faisaient des études de finance, ce qui n'est pas mon cas, humblement. Mais pour décrire la valeur, en fait, on dit que c'est la somme de tous les cash flows futurs et escomptés à aujourd'hui. Escomptés à aujourd'hui, ça veut dire qu'on estime la valeur en fonction de la valeur de l'argent du jour. Et donc on va calculer la present value, donc il y a cette formule avec des taux d'intérêt, et la net present value en parlant du cash flow à l'heure zéro. Je ne saurais pas rentrer dans le détail de ces formules. En revanche, c'est ce qui sous-tend notre approche sur le calcul de la valeur au départ. Et on a des outils en ligne, parce que c'est bien fait, qui nous permettent justement d'aller calculer ces choses-là quand on fait des diagnostics. Okay. Donc l'enjeu, c'est bien de se dire, en euros, et c'est là où on parle de langage commun, c'est comment on aide une direction technique finalement à pouvoir communiquer avec une direction des opérations, avec une direction générale, pour valider ses investissements ou valider ses budgets pour les années qui viennent. Et donc comment on crée de la valeur en maintenance? Donc ça, c'est Thierry nous disait tout à l'heure que ça fait partie des sujets sur lesquels il travaille. Là, on va vous présenter une méthode
Et ce qu'on dit, c'est que pour pouvoir parler langage commun, en fait, ou la façon de créer de la valeur maintenant, c'est 4 leviers selon nous. 4 axes. Donc il en parlait d'un en particulier qui était celui-là, accroître la disponibilité technique. Donc c'est très vrai. Sous réserve qu'on soit sur un marché qui est demandeur. C'est-à-dire que si vous produisez davantage mais que votre marché est stable ou en décroissance, en fait, vous n'avez aucun intérêt à aller gagner de la fiabilité. Donc ça, il faut arriver à le mesurer d'une certaine manière. Le deuxième axe de création de valeur concerne la partie maîtrise des coûts. Je modère toujours, je mets le réduire entre guillemets. On a un cabinet anglo-saxon au départ, puisqu'on est hollandais en fait, et donc les Hollandais ils parlent aussi bien anglais que néerlandais. Hein. Celui-ci, ici, ce levier-là ou ce pilier-là, c'est le cost control. Donc c'est bien la maîtrise des coûts. L'enjeu, il n'est pas de réduire. L'enjeu, il est de définir la dépense de budget de maintenance. Là, on est bien sur les OPEX, hein, par rapport à ce qui est nécessaire. Donc on va commencer à introduire des données de valeur à neuf, par exemple des équipements. Le troisième axe de création de valeur parle de tout ce qui est réglementaire, que ce soit santé, sécurité, environnement. On a des choses qui sont de plus en plus exigeantes en termes de RSE, CO2 ou autres aujourd'hui. Alors c'est pas tant le fait de gagner de la valeur, mais d'éviter d'en perdre. Donc si vous ne respectez pas des exigences de l'ADREAL, peut-être que vous allez perdre le droit d'exploiter pendant un jour, une semaine, enfin, ou avoir des amendes. Et donc c'est ce troisième-là, mais le quatrième concerne toute la partie CAPEX, qui ont concerné l'allongement de la durée de vie des équipements, tout ce qui va concerner le fait de pouvoir réduire ces investissements en faisant le strict nécessaire. C'est-à-dire que plutôt que de mettre 50, vous mettez peut-être que 10, et ces 10 vont être suffisants pour pouvoir passer une période, et puis dans 3 ou 4 ans, vous verrez. Et les 40 que vous avez conservés, ça permet de faire autre chose. Et bien sûr, il reste le dernier paramètre sur la partie gestion des investissements, qui sont toute la partie pièces de rechange. Sachant que la pièce de rechange est la conséquence directe de la stratégie de maintenance définie. Hein. Est-ce qu'on veut aller jusqu'à la panne? Est-ce qu'on fait du préventif? Et en fonction de ça, ça définit ou pas si on met les pièces en stock. Enfin, c'est un des critères tout au moins. Donc ce sont les 4 axes de création de valeur. Et donc l'enjeu quand on fait, on travaille chez des clients, c'est de commencer par cette étape-là. Sauf à ce que le client ait déjà dit j'ai mal ici, puis je veux faire ça. Donc auquel cas on prend le brief, comme on pouvait le dire tout à l'heure pour Adrinor. Sinon, en fait, on fait un diagnostic qui est assez rapide, en fait, mais qui permet, sur des aspects quali et quanti, mais d'aller chercher sur le quanti, finalement, les leviers de création de valeur. Combien on fait? Ce qui est intéressant quand on regarde ce modèle-là, je ne sais pas si à quoi ça vous fait penser. Il y a une boussole, peut-être un peu. Le principe de la boussole, c'est que ça vous donne une direction. Si vous souhaitez aller aussi bien à l'ouest, à l'est, au nord ou au sud, à la fin, vous ferez du surplace. Donc c'est aussi un message en fait dans l'approche, c'est qu'en fait on ne peut pas, enfin nous considérons qu'il n'est pas possible en fait de travailler sur l'ensemble de ces axes de création de valeur en même temps. En revanche, ce qui va se passer, c'est que en fonction de la période dans laquelle vous vivez, votre environnement, on l'a vu de manière très douloureuse avec le Covid qui a changé pas mal de parts de marché, des produits et ainsi de suite. Hein. Mais c'est que vous allez être confronté finalement à des périodes, en ce moment c'est peut-être la partie maîtrise des coûts, et puis je ne sais pas, vous allez récupérer, si vous êtes dans le domaine de la pharma par exemple, des molécules qui étaient avec des brevets que vous ne pouviez pas exploiter et qui sont passés dans le domaine public, donc vous pouvez le faire, et vous êtes sur des marchés qui sont porteurs, et donc auquel cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir vous développer du volume, et ce qui va être important, c'est non plus de maîtriser les coûts à ce moment-là, mais c'est d'être en capacité d'améliorer votre disponibilité technique. Et donc l'enjeu, si je reviens sur le petit modèle d'avant, c'est de se dire aujourd'hui, et pour les 12, 18, peut-être 24 prochains mois, quel est le levier de création de valeur sur lequel il faut qu'on travaille. Et c'est ça qui doit aider à donner l'orientation des sujets sur lesquels on fait. Et on commence à comprendre là que quand on va avoir une direction générale en disant, parce qu'on a des euros en face, qui est un des enjeux, hein, communiquer avec une direction générale ou une direction des opérations, ou une direction des finances, si vous n'avez pas d'euros derrière, en fait, c'est difficile. Même si vous êtes l'expert reconnu chez vous depuis 20 ans parce que finalement vous avez fait toutes les installations de nouvelles usines, vous avez fait tourner 4-5 services avec des résultats très bons, ce qui n'empêche que dans les périodes où c'est difficile parce qu'il faut faire des choix, juste faire confiance et faire un chèque en blanc à quelqu'un, en fait, c'est toujours un peu compliqué. Et donc ça, ça peut évoluer dans le temps. Donc il y a des facteurs internes, des facteurs externes qui vont faire que le marché évolue, vous avez racheté une société, du coup vous équilibrez les capacités de production d'un site à l'autre, enfin tout ça va contribuer au fait que votre levée de création de valeur va évoluer dans le temps. Donc à la fin, ce qu'on fait, il y en a un qui est dominant, mais malgré tout on va calculer la somme de tout ça.
ok. Mais il faut bien avoir en tête, enfin c'est important, hein, parce que c'est souvent quelque chose auquel on voit que nos clients sont confrontés, c'est que en fait il faut gagner un peu de fiable, mais en même temps il faudrait que ça coûte moins cher. Et puis en plus c'est pas un hasard, hein, ils sont tous les deux à l'opposé. En revanche, ce qui se passe, c'est quand on va travailler sur la fiabilité, hop, je vais revenir un peu. Quand on va travailler ici, en fait, on est sûr que finalement, alors pour peu qu'il y ait un enjeu à produire davantage, hein, on est sûr qu'à un moment ou un autre, on va réduire les coûts, avec un petit décalage de temps. Mais les pannes, hein, en fait, qui peuvent être aussi graves, en fait, on ne va plus les avoir et on va être en capacité de maîtriser et la disponibilité pour mieux vendre et finalement avoir un impact sur la partie coût. Okay, ça, c'est un exemple. IFF, je ne sais pas si certains connaissent ce type de ce nom de société. Je crois que c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier client avec lequel on a travaillé il y a 25 ans maintenant. Et je trouve c'est très éclairant. Hein. C'est le directeur financier qui avait la demande au départ en disant, il a demandé à Marc, il faudrait que tu travailles pour réduire les coûts de notre usine. Donc il avait dit, oui, très bien, pourquoi pas, mais on va regarder d'abord 2-3 choses. On a besoin de récupérer des données, donc c'est une usine en fait qui travaille dans le domaine du parfum. Vous connaissez IFF ou pas, ça vous parle? Ils font du B2B, donc ils ne sont pas connus, mais ça fait partie des gens qui sont des bonnes places de marché. C'est un peu des gens comme Firmenich ou des entreprises comme celle-là. C'est une usine aux Pays-Bas, dans le centre des Pays-Bas. Et vous avez récupéré à l'époque la valeur à neuf. Je ne sais pas si c'est une donnée avec laquelle vous êtes à l'aise. La valeur à neuf, c'est si vous devez reconstruire votre usine, combien elle coûte. Et on comprend que si l'usine elle vaut 50, 100 ou 300, forcément, les dépenses que vous devez faire en fait, vont pas être les mêmes pour pouvoir y répondre. Donc ça, c'est une donnée d'entrée importante. Ensuite, la disponibilité technique. Aujourd'hui, 87% du temps permet de produire. Donc dans disponibilité technique, nous on va compter, donc l'indispo, c'est les arrêts programmés, les arrêts subis. C'est-à-dire que si vous décidez de mettre 3 jours par semaine à faire du préventif, je force un peu le trait volontairement, et que vous comptez votre disponibilité technique uniquement sur les 2 jours d'ouverture en semaine, vous êtes peut-être à 100%, mais ça ne veut pas dire grand-chose, puisqu'en fait, finalement, vous avez une capacité de production sur 2 jours, et que toute la dépense de temps et d'énergie que vous faites sur les 3 jours de préventif, en fait, finalement, elle n'apparaît pas. Donc, dans la disponibilité technique, on compte non seulement les arrêts prévus, programmés, quels qu'ils soient, pour des questions de préventif ou de modification de projet, et les arrêts qui sont liés à la partie, subis, on pourrait dire, sur des pannes. Okay. Les EBITDA, donc c'est le résultat avant impôts, taxes, dépréciation, ainsi de suite, donc c'est 40 millions d'euros, c'est-à-dire que quand on produit 87%, on dégage du résultat à hauteur de 87 millions derrière. 40 millions, pardon. Les coûts de maintenance de service, c'était 2,8 millions. La performance santé, sécurité, environnement, 100%. Ce qu'on regarde là, c'est est-ce qu'on fait tout le réglementaire exigé. Il y a une façon d'exprimer que si a priori on fait tout le réglementaire, c'est qu'on est raccord avec des exigences et que du coup, on n'a pas de risque de perte de valeur en fait sur cet axe de création de valeur. Et le dernier, c'est le montant des pièces en stock. Donc quand on prend ces données-là et qu'on cherche à calculer combien ça représente, en fait, le résultat à la fin, c'était ça. C'est-à-dire que le potentiel de gain sur la durée de vie de l'usine, si votre usine il lui reste 10 ans à vivre ou 30 ans à vivre, c'est pas la même chose, mais là c'est aussi une façon simplifiée de le présenter. Mais la capacité à créer de la valeur sur la partie disponibilité technique, c'était 50 millions d'euros. Sur la partie contrôle de coût, c'était 12 millions d'euros. La partie ici, là-haut, comme on est à 100% de taux d'exécution du réglementaire, il n'y a aucun potentiel de gain. Il y en avait un peu sur la partie projet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de ce diagnostic ou la direction financière a dit, voilà, exactement. Donc l'enjeu, il est bien là, c'est comment on aide une direction technique, finalement, à trouver les moyens d'employer le vocabulaire des autres, parce que c'est quand même là où on va réussir à la fin, pour les convaincre que la priorité sur laquelle on doit travailler, c'est celle-là et c'est pas celle-là. Et donc on les a accompagnés, justement en travaillant ici, donc sur des enjeux de fiabilité, sur des enjeux de l'ensemble des process de maintenance en fait pour s'assurer que les choses fonctionnent correctement, la préparation, la planification, la qualité de l'exécution, enfin tout ce qui est au cœur finalement d'une activité de maintenance. D'accord ? Je vais vous le présenter rapidement. Le modèle s'appuie sur 2 boucles d'amélioration continue. On en a parlé tout à l'heure, Thierry en parlait, c'est que une boucle d'amélioration continue, c'est quoi? On se fixe un objectif, on enregistre des données, on regarde les écarts, et sur la base de l'analyse des écarts, on essaie de comprendre où il faut travailler. En maintenance, pour nous, il y en a 2. Il y a la dispo technique dont j'ai parlé et le contrôle des coûts. La dispo technique, elle va s'appuyer au départ sur le fait qu'on soit mis d'accord avec l'exploitant du niveau de performance attendu. C'est-à-dire que souvent, tu mets une machine qui fonctionne bien.
Non, non, 80% ça suffit. Et puis le jour où il y a une panne, en fait, faut que tu répares tout de suite. Donc il y a quelque chose qui est nécessaire d'être travaillé et discuté, justement, qui va permettre de définir qu'est-ce qu'on attend en termes de performance sur un actif. Et on va travailler sur la partie amélioration. Sur la partie contrôle des coûts, souvent, on prend un budget de l'année N-1, le marché fait plus 3, bon, on t'autorise à faire plus 1,5. Le marché fait au moins 5, il faut que tu fasses moins 3. Et donc en fait, on est sur une application d'un ratio sur la base historique, alors que c'est pas ça qui va donner à un responsable de maintenance la capacité à piloter correctement son budget. Il va piloter correctement son budget à partir du moment où il saura prendre des décisions, parce que sur cet équipement-là, par exemple, on dépense beaucoup de correctifs, on dépense beaucoup de préventifs, on a une fiable qui n'est pas bonne, c'est qu'a priori, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il faut enregistrer les coûts au niveau de l'actif, c'est ce qu'on voit ici. Donc, ça veut dire faire des budgets aussi à ce niveau-là. Ça, c'est la clé sur la partie pilotage des coûts. Quand on a ces deux boucles-là et qu'on les fait fonctionner, en fait, ça va nous aider à choisir à quel endroit il faut qu'on fasse de la fiabilisation. C'est toujours une difficulté, hein, l'équipement critique, ainsi de suite. Donc il y a un travail à faire sur l'ingénierie de maintenance au départ pour définir tout ça. Mais du coup, et on voyait tout à l'heure aussi en fonction de la période dans laquelle on se trouve, en fait, on aura peut-être un driver qui sera plutôt ici ou un driver qui sera plutôt ici sur le fait de travailler sur à quel endroit il faut qu'on améliore globalement la fiabilité, qui ne veut pas dire juste des questions de disponibilité, hein, c'est aussi dépenser le bon niveau d'argent par rapport à ce qu'on veut faire au niveau de performance attendue. On choisit, on définit ce qu'on veut faire, on le prépare, on le planifie. Ce sont bien deux métiers différents, hein. C'est même des profils intellectuels différents. Le préparateur, il sort un noté en disant voilà ce qu'il y a à faire, décrit dans le détail, avec les pièces, avec les gammes de maintenance dont il y a besoin, avec la partie documentation technique ou sécurité dont il y a besoin, les plans de prévention, ainsi de suite. Le planificateur, lui, c'est un homme ou une femme de consensus. C'est-à-dire qu'il fait de la planification sous contrainte, et donc il est obligé à un moment d'arriver à trouver des solutions dans un truc qui n'est peut-être pas optimal, mais c'est ça la solution pour le court terme. Le préparateur, lui, en fait, si on prend une image, il fait des pièces de Tetris en fait, avec des formes qui sont très bien définies, pour que le planificateur il puisse les mettre les unes dans les autres, et qu'avec ça, il optimise sa planification sous contrainte. Et donc souvent, on a un terme méthode là qui dit on va faire un peu de fiable, on fait un peu de prépa, un peu de planif, et c'est un terme méthode. On peut s'en contenter, nous on constate souvent, c'est que quand c'est ce terme-là qui est employé, en fait on a des tâches qui ne sont pas claires à l'intérieur du service maintenance. Donc nous on prend le principe qu'on ne l'emploie pas. Tout ça étant aussi également alimenté par rapport à des enjeux réglementaires. C'est-à-dire que vous avez une cheminée, vous produisez des gaz de combustion, si vous ne contrôlez pas ce qui est sorti, potentiellement vous avez des problèmes. Et donc ça veut dire que ça doit rentrer dans tout votre plan de préventif et l'ingénierie de fiabilité. Le modèle, il va être efficace à partir du moment où... donc ça, c'est ce qu'on appelle la horte chez nous. À partir du moment où on a les 4 données qui sont dans les coins, qu'on appelle des ressources en fait, sont maîtrisées. Parce que tout ça, ces 4 données vont aider à ce que ici, ça se passe de manière efficace, qu'on ait ce qu'on souhaite ici et qu'on ait ce qu'on souhaite à ce niveau-là. Je vais le faire assez rapidement, mais la partie contrôle des données d'actifs, c'est d'abord l'arborescence qu'on doit trouver dans les GMAO. C'est-à-dire qu'on voit bien que si notre arborescence n'est pas à jour, le jour où il y a quelqu'un de prod qui va créer une demande d'intervention et qu'il n'a pas dans l'arborescence le bon endroit pour imputer les coûts, qu'est-ce qui va se passer ? Il va le mettre dans l'atelier A. Donc en fait, on va imputer nos coûts à l'atelier A. Donc si on cherche à savoir où est-ce qu'on a dépensé de l'argent pour que le responsable maintenant sache prendre les décisions entre l'équilibre correctif ou préventif, en fait, il y a quelque chose qui va manquer à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est le premier point. Donc arborescence, ensuite on a les plans de préventif à jour, on a la nomenclature. La nomenclature, c'est le lien, là on peut avoir des termes qui sont différents, mais le lien entre des articles qui sont définis dans une base article, qu'on choisit de piloter en fait, éventuellement à un niveau nul, hein, mais la référence existe. Et puis les différentes parties de notre équipement, donc de l'arborescence. Et quand on fait ça, ça veut dire qu'un préparateur, en fait, il va lancer, il va décider de faire un préventif qui est lancé en automatique ou de préparer un correctif planifié. Il va dans la GMAO, il clique sur l'équipement qui l'intéresse et derrière, il a exactement la liste des pièces dont il a besoin. Au moins leur référence. Et donc, à côté, il sait déjà si c'est en stock ou si c'est pas en stock. Si la nomenclature n'est pas à jour, qu'est-ce qu'il fait le préparateur ? Il fait quoi ? Il va dans le magasin surtout, parce qu'il a besoin de savoir si c'est là ou pas. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans le magasin, donc déjà il perd du temps.
Puis dans le magasin, il va regarder, donc il se dit tiens, bah, il y en a 3, je les prends, donc je les mets de côté, donc il se crée une forme de magasin pirate à côté. Et quand on prépare des arrêts qui vont durer 3 semaines pendant l'été, en fait, quand on fonctionne comme ça, à un moment ou un autre, en fait, on emmagasine des choses, mais pas forcément de manière très efficace. Donc on voit bien que ça, là, ça va aider à ce qu'ici ce soit efficace. La maîtrise de la sous-traitance, c'est est-ce qu'on s'assure que tout ce qu'on met à l'extérieur, tout ce qu'on paye en prestations externes, en fait, on vient se poser la question de savoir comment, est-ce qu'il faut qu'on l'externalise. Donc ça, c'est l'enjeu de, quand on parle de maîtrise de la sous-traitance, c'est quelle proportion en fait de nos contrats, de notre dépenses à l'extérieur sont sous contrat de maintenance. Si on a décidé de mettre un contrat, c'est qu'on s'est posé la question de ce qu'on voulait. On le garde pas. On a mis en concurrence, donc ça veut dire que les gens nous posent des questions et on va affiner notre besoin. Comme ils sont en concurrence, ils saignent aussi un petit peu, donc on gagne sur un aspect économique. Et à la fin, sous réserve qu'on pilote correctement notre contrat, on est a priori dans un contexte optimum pour maîtriser les coûts pour toute la partie externalisée. Ici, ce sont les pièces de rechange. Les pièces de rechange, on considère que finalement, c'est la conséquence de ce qu'on aura décidé dans la politique de maintenance. Et donc, c'est malheureusement parfois le cas, c'est qu'on a des directions financières qui, à la fin de l'année, disent on a un stock qui est trop élevé, vous avez fait plus 1 million, cette année, ça ne va pas, il faut réduire les stocks. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une démarche ABC. Donc l'ABC, montant, volume, ainsi de suite, là, et puis on dit faut aller filtrer tout ça, et puis en mettre dehors. Donc déjà, le fait d'avoir une pièce en stock, même depuis 5 ans, c'est pas forcément un problème. C'est juste que c'est une pièce qui est importante pour des enjeux stratégiques, a des délais d'approvisionnement qui sont longs, qu'on a choisi de payer cette assurance pour qu'au cas où on ait une panne, on soit en capacité de répondre dans les 2 jours et mettre le chose, et remettre l'usine en production. Si on ne l'a pas, c'est peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an et demi de perturbation. Alors on va trouver des solutions. On a souvent des MacGyver dans les services maintenance, donc on arrive, mais ce n'est pas optimum. Ni pour des raisons de dispo, ni pour des raisons de coût. Et enfin, la partie gestion des compétences. Donc c'est naturellement, il y a des compétences techniques. Ce sur quoi on est aussi attentif et on essaie de creuser aussi quand on fait les diacs, c'est comment les gens de maintenance connaissent le process du client. C'est-à-dire que vous prenez le meilleur technicien, alors je ne connais pas bien les usines industrielles de Douai, mais qui va être dans le monde de l'automobile, vous mettez dans un domaine agroalimentaire ou de la sidérurgie, en fait, s'il ne connaît pas l'usine, il ne saura pas faire. Donc il faut connaître le process et il faut connaître l'usine. Donc comment on s'assure quand on a des nouveaux qui arrivent, et on voit qu'aujourd'hui avec des parcours des turnovers qui peuvent être assez importants, c'est une difficulté en fait parce que les gens sont neufs. Et quelle attention on porte en disant peut-être qu'on a réussi à vivre 3 mois sans avoir un technicien, il faut qu'on conserve une semaine de plus ou 15 jours de plus, aller le mettre en production dans un cycle de 3-8 parce qu'au moins il va vivre avec les gens, il va créer une relation de confiance avec eux, il va apprendre comment fonctionne l'usine, il va comprendre comment les gens de production, en fait, il faut que je finisse. Donc il va comprendre comment les gens de production fonctionnent et la pression qu'ils suivent au quotidien. Les 2 derniers piliers, c'est la gestion du portefeuille d'actifs, c'est la vision globale de toute notre usine. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Quel est l'état de santé? Et du coup, à quel endroit on a besoin de pouvoir investir ou pas? Et tout ça, ça va alimenter la partie gestion des investissements. On a les 12 piliers. Je vais vous prendre 2 exemples après, mais du coup, pour arriver à la conclusion, c'est que ce qui nous semble important, si on veut réussir à développer finalement l'attractivité d'un service de maintenance, il faut qu'au sein du service maintenance, on ait une posture qui soit un peu différente. C'est pas forcément évident, mais ça se travaille. Et c'est passer de quelque chose comme faites-nous confiance à on veut regagner la confiance et on veut vous expliquer pourquoi. Et la manière d'y arriver, c'est de parler avec un langage commun, en particulier avec la finance et les opérations, et en renforçant des bonnes pratiques concernant la maintenance et la gestion et l'asset management qui a une vocation plutôt au moyen et long terme par rapport aux enjeux de maintenance qu'on décrit de manière habituelle. Il est trop tard pour que je rentre dans le détail, mais je vais juste vous les nommer. Ça, c'est le principe du contrat de service avec la production, ça doit être bijectif. On s'engage à produire un service et la production s'engage à mettre à disposition ou à former ses équipes ou à enregistrer les pertes de TRS par exemple dessus. Le long terme asset plan, c'est la vision globale de voilà tout ce qu'on doit faire sur les équipements. Celui-là, on l'a installé en 2000, il a une durée de vie de 20 ans, ça fait déjà 4 ans de retard. Est-ce qu'il faut qu'on le change maintenant ou pas? Est-ce qu'il est en bon état ou pas? Est-ce que le marché va impacter ou pas cet équipement-là? Donc ça, c'est la consolidation de l'ensemble de ce qu'on a dans l'usine. Ça, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la construction des budgets sur la base d'opérations de maintenance, c'est pas sur l'historique. Et ici, c'est le pilotage par rapport à des drivers de coûts qui vont nous dire, là, on est en écart par rapport à ce qu'on devrait faire. Voilà. Super. Merci. Merci beaucoup. Alors, je passe. Bon, est-ce qu'il y a
Est-ce qu'il y a une petite question éventuellement avant en enchaînant en même temps, mais voilà, sur cette méthode? Euh, donc je connais bien les Hollandais, ils aiment bien les euros et le cash flow. Est-ce que la valeur c'est juste des euros ou il y a aussi de la valeur liée à ce qu'on rend à la société, de la valeur d'image, de la valeur de protection de l'environnement, de la biodiversité, de la valeur intangible? On la calcule pas aujourd'hui. Alors, comment répondre à cette question? Elle est assez complexe. L'effet collatéral, si on prend le modèle, vous voyez là-haut, là, il y avait la partie sécurité, santé, environnement. Là. Si on parle de chez vous, actuellement, on intervient dans un centre d'incinération. Bah, c'est un très bon exemple, en fait. On fait un diagnostic en ce moment-là. Un centre d'incinération qui a eu des soucis parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas bien faites, autant de l'exploitation que de la maintenance, mais du coup, c'est devenu public. Et donc, dans l'environnement de vie, en fait, les bassins versants, une centre d'incinération, c'est maximum 10-15 km autour, hein, c'est pas plus loin que ça. Et donc, tout ce qui est sorti dans la presse, en fait, finalement, a fait du mal à la société. Ça fait du mal parce que du coup, en termes de recrutement, c'est pas simple. Ils ont une vraie difficulté à lever aujourd'hui, donc ils travaillent là-dessus. Et là, on est en train de travailler avec eux justement sur. Ils ont bien progressé hein, depuis. Il y a des choses qui sont revenues dans des situations beaucoup plus agréables. Enfin, ils n'ont plus de problème avec l'Adréal aujourd'hui. En fait, c'est en train de se terminer tout ça. Mais c'est sûr que des choix qui ont été faits à un moment ou un autre, en fait, et la partie peut-être image, on la voit davantage sur le levier de création de la valeur là-haut. C'est ça qui devient public, en fait.